Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et quoi de mieux pour commencer les vacances que de vous faire un nouvel épisode des plus gros scandales sur YouTube. Alors par contre, en effet, les vacances, ça fait 2 semaines que ça a commencé. À la base, on devait vous sortir une vidéo, mais au final, on a préféré pas le faire pour le moment. Donc c'est pourquoi on a pris un peu plus de temps pour préparer celle-ci. Mais par contre, les 2 cas que je vais vous présenter aujourd'hui, personnellement, je les trouve vraiment intéressants. Et vous savez quoi, je vais même pas perdre plus de temps avec l'intro. Installez-vous confortablement, laissez-moi vous présenter le sponsor du jour et je pourrai vous parler du premier scandale. Je remercie Oli qui sponsorise cette vidéo. Oli, c'est une alternative plus saine aux soft drinks. Dans cette boisson, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de taurine et les arômes et colorants sont naturels. Pour en recevoir, vous avez juste à commander sur le site le pack que vous souhaitez, le recevez dans un packaging estampillé Oli. Vous n'avez plus qu'à prendre le parfum que vous souhaitez, le mettre dans 50 centilitres d'eau, secouer et vous avez une boisson fruitée et hydratante. Par contre, ayez une consommation modérée, n'allez pas directement taper dans le pot entier dès le premier jour. Attention. Mais l'avantage avec Oli, c'est que vous pouvez choisir le pack que vous souhaitez par rapport à vos besoins. Si vous souhaitez vous hydrater avec une boisson fruitée, vous avez la gamme Iced Tea, boisson remplie d'antioxydants et de multiples vitamines. Si vous avez besoin de vous réveiller et surtout plus de 16 ans, puisque en dessous ce n'est pas conseillé, la gamme énergie est là pour vous, puisque cette boisson utilise la New Caf, qui est de la caféine cristallisée, qui fait un effet plus long terme et évite un crash post-caféine. Et pour terminer, la gamme hydration est là pour vous si vous faites du sport. Elle vous permettra de garder la forme grâce aux électrolytes qui vous permettront d'éviter les courbatures. Vous le savez, ça fait plus d'1 an que je bosse avec eux et je vous le dis, c'est toujours un régal. Et d'ailleurs, allez prendre le fraise kiwi ou encore le citron miel, vous verrez, ils sont juste beaucoup trop bons. Et quoi qu'il arrive, si vous savez pas quoi choisir, Oli propose des packs découvertes avec plein de goûts différents. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et à utiliser le code GIBSY5 ou encore utiliser le QR code qui vous permettra d'avoir 5 € de réduction sur votre première commande et le code GIBSY pour profiter de 10% de réduction à partir de la seconde commande. Merci à toutes celles et ceux qui cliqueront sur le lien qui est en description. On peut maintenant passer au premier cas. Alors pour le premier scandale, je vais revenir sur un événement qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois. C'est un projet qui est diffusé sur Twitch depuis 2023, qui a été créé par un ancien joueur professionnel et qui nous a permis de voir Squeezie ou encore Jilcy insulter la mère d'un arbitre en direct devant des milliers de personnes. Bref, je pense que vous l'avez compris, je vais maintenant vous parler de la Kings League. Alors petite précision quand même avant de commencer, il faut savoir que le sujet a déjà été abordé par la chaîne Esprit Coubertin dans une vidéo qui est sortie le mois dernier. Et pour information, en gros c'est la chaîne de Julien qui est notre monteur vidéo depuis quelques mois, donc n'hésitez pas à lui donner un peu de force en vous abonnant à sa chaîne, quoi qu'il arrive je vous mets le lien en description. Et en gros, dans ces 35 minutes de vidéo, il revient sur tous les scandales de la Kings League depuis sa première édition. Que ce soit des accusations de triche, club de football qui porte plainte, harcèlement de masse, ou encore agression physique, disons-le, cette compétition c'est quand même un sacré bordel. Et moi, pour le coup, je vais pas aborder tous les scandales. Je vais surtout revenir sur plusieurs d'entre eux qui posent de gros problèmes en ajoutant quelques éléments de réponse. Parce que tout simplement, certains détails méritent qu'on s'y attarde parce que ils révèlent surtout à quel point l'argent peut littéralement dénaturer le divertissement. Voilà. Rien que ça. Mais juste avant tout ça, laissez-moi rapidement répondre à la question que sûrement certains d'entre vous se posent. C'est quoi la Kings League? Alors la Kings League c'est une compétition de football à 7 qui est intégralement créée autour d'un seul but, qui est donner l'envie aux jeunes générations de regarder à nouveau le football. Son créateur Gérard Piqué, pour ceux qui connaissent pas, c'était un énorme joueur espagnol qui a joué pendant très longtemps au Barça, estime que le football traditionnel est trop long et trop barbant. Et du coup il a décidé de concevoir sa propre ligne imaginée pour être diffusée sur Twitch, avec pour président de chaque club des influenceurs ou encore des anciennes gloires du football mondial. Que ce soit Ibai, DJ Mario, Ronaldinho, Agüero ou encore Neymar, tout est fait pour faire le buzz et être viral sur les réseaux. Alors par contre faut savoir que les règles sont quand même assez cheloues, et ça pour le coup c'est pas Samir Nasri qui va me contredire. Ça veut dire quoi? Je gagne 6-0 et à 10 minutes de la fin ils utilisent Biscondoum, ils ont mis 3 buts de merde et on est ex-aequo frère. Mario Kart. Ah frère, donne-moi des bananes, donne-moi des cookies rouges, je démonte tout. C'est quoi ces règles frère? Alors le projet voit le jour tout d'abord en Espagne, coup d'envoi le 1er janvier 2023 à Barcelone, puis suite à son succès il va s'exporter dans d'autres pays et d'autres formats, en commençant début 2024 par la Kings League America avec des clubs d'Amérique du Nord ou encore du Sud, et par la suite ils vont créer la Queen's Cup qui est la même compétition mais version féminine, la Prince Cup qui est tout simplement la version enfant, la Kingdom Cup qui est la version mixte, et au final la Kings World Cup avec des équipes du monde entier. Il faut savoir d'ailleurs que c'est grâce à cette compétition que la France va découvrir ce projet, et ça on y reviendra juste après. En 2025, grosse expansion avec l'apparition de la compétition en Italie, au Brésil, en Allemagne et même sur un nouveau continent avec la Kings League MENA, et en gros c'est la même compétition mais au Middle East ou encore en Afrique du Nord. Alors sur le papier c'est une réussite, le projet de Gérard Piqué grandit, il a fait une levée de fonds de 60 millions d'euros pour le développer, et on a même eu le droit à une Kings League France annoncée le 9 mars 2025. Alors pour toutes celles et ceux qui ont absolument pas suivi cette histoire, laissez-moi juste vous donner un peu de contexte. Un an avant cette annonce, Amine, qui est un streamer très populaire en France, annonce un énorme projet.
il a été choisi par Gérard Piqué pour représenter la France lors d'une compétition mondiale de football à 7 qui aura lieu au Mexique et qui est bien entendu la Kings World Cup. Il doit monter une équipe compétitive en moins d'un mois et va s'entourer de Samir Nasri et Jérémy Ménez afin de s'assurer que le projet soit sérieux. L'équipe foot de rue voit le jour et va tenter de remporter le million d'euros promis au vainqueur. Et en soi, ça va être un véritable carton puisque la chaîne Twitch d'Amine va cumuler plus de 9 millions de vues pour les 3 matchs disputés. Mais c'est là qu'on va arriver à un problème. En 8ème de finale de la compétition, foot de rue va se faire éliminer à cause d'une action qui est littéralement plus que litigieuse. Le joueur argentin s'élance, tente sa chance, le gardien français repousse le ballon, tout le monde pense du coup que c'est terminé, mais voilà, le ballon monte en l'air, semble toucher le plafond, puis retombe et finit par entrer dans le but. Oh le sketch! Oh le sketch! Elle touche le plafond! Mais l'arbitre valide quand même le but argentin, élimination directe de foot de rue. Alors autant le public français était à fond pour soutenir son équipe, autant quand on se fait arnaquer comme ça, forcément le retour de bâton il est énorme. Alors vous en doutez, suite à cette réaction, énormément de gens vont réagir sur les réseaux, puisque des milliers de tweets vont pleuvoir, accusant la compétition d'être truquée en faveur des équipes espagnoles. Par la suite, l'amitié entre Amine et Gérard Piqué semble complètement terminée, et l'espoir de voir une Kings League en France semble totalement compromise. Et bref, maintenant si on revient à l'annonce de la Kings League France, on est quand même en droit de se demander pourquoi, juste pourquoi être porte-parole d'un projet qui nous a littéralement chié dessus un an auparavant. Alors en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est pas du tout pour l'argent. On fout de l'oseille, moi, je vous le dis. Et s'il y a un autre suceur de streamer qui veut reprendre la Kings League, qu'il le fasse. Tout est du business, arrête un peu, mais bien sûr que tout est du business, frérot. Mais si je faisais tout par rapport au business, les gars, je vous aurais pas fait tout ce cinéma, et j'aurais dit ouais, non, tout va bien, on enchaîne, on fait la Kings League, et tout irait bien pour moi, je me serais fait un max d'oseille, et voilà. Ouais. Alors, blague à part, on est quand même en droit de se demander si le projet de la Kings League France n'était pas prévu bien avant la participation de foot de rue à la Kings World Cup. Parce qu'on peut voir que Gérard Piqué annonce la création de la compétition le 21 mars 2024 et précise qu'elle commencera en juin 2025. Et cependant, si on s'intéresse à la société Kings League France, elle a été créée avant tout ça. On peut voir qu'elle voit le jour le 4 octobre 2023. Alors, en vrai, est-ce que la participation d'Amine à la Coupe du Monde, c'était pas juste une sorte de test pour voir s'il y avait un intérêt à développer le projet en France ? Ça, après, on peut pas réellement le savoir, même si Amine va préciser en interview que ça fait longtemps qu'il parle de tout ça et que cette interview a lieu avant cette fameuse Coupe du Monde. Et en soi, quand on y réfléchit bien, c'est quand même assez malin, puisque à ce moment-là, Amine permet de tester le marché français, ça facilite la création d'une Kings League France, vu que le public connaît déjà le concept, et forcément, pour le coup, ce sera beaucoup plus simple de trouver des partenaires, des marques et surtout des influenceurs prêts à devenir président de club. Et malgré l'énorme bad buzz auprès de la communauté française, il aura suffi de simples excuses de Gérard Piqué. I'm sorry, I hope one day we can do something. There is some guys in your staff, they are shit. We know and we change some people, so don't worry. Yeah, we did some changes because we want to improve all the time and we will improve and we will be better in the future. Pour que le projet soit soutenu par les plus gros streamers, mais surtout, ceux qui nous intéressent aujourd'hui et qui m'a poussé à en parler dans cette vidéo, des youtubeurs français. Que ce soit Squeezie, Jilcy, Maxime Biaggi, Michou, Pfut, Domingo et Amine auront désormais leurs propres équipes. Et c'est pas tout, puisque 2 autres équipes seront portées par des joueurs pros, notamment le Wolfpack FC par le champion du monde 2018 Adil Rami, et 360 Nation porté par 5 joueurs en activité, avec dedans Aurélien Chouameni, Jules Koundé, Mac Maignan, Brian Mbeumo ou encore Manu Koné. Alors, faut savoir que pour ce projet, c'est Amine qui sera à la tête du projet, d'ailleurs Neymar va le dire dans la vidéo annonce. Não, Amine, se liga que dessa vez vai ser diferente. E eu sei que você está desde o começo organizando tudo isso. Et Ibai va continuer en lui disant ceci. Vas a tener tu propia liga en Francia. Se va a hacer lo que te dé la gana. Et en vrai, retenez bien ces phrases parce que elles vont avoir une importance pour la suite de la vidéo. Bon, en soi, si je résume, on a désormais une Kings League en France, portée et gérée par Amine avec des équipes présidées par la plupart de ses amis créateurs. En soi, comment ça pourrait mal se passer ? En fait, j'ai l'impression vraiment d'être le grand méchant de cette ligue. C'est quoi? Comment tu veux rien dire, frère? Comment tu veux rien dire? Non mais... De recevoir des menaces de mort, du harcèlement et des insultes sur les réseaux sociaux, je préfère ne pas toucher d'argent. Maintenant, le gros problème aujourd'hui, il n'y a pas de règles fermes. Il n'y a pas un cadre solide. Et je ne comprends pas. Avec tout l'argent qu'il y a autour de cette compétition, il n'y a rien de solide. Ouais, c'est juste par où commencer? Voilà. Alors, peut-être qu'on peut commencer avec l'extrait le plus parlant, qui reste celui dans lequel Squeezie et Jilcy insultent l'arbitre d'un match en direct sur Twitch devant des milliers de viewers. Mais non. Exclusion de Yass. Mais non. Quoi ça? Sans déconner. C'est quoi? Non mais... c'est... Bon, par la suite, ils vont quand même s'excuser. est parti en
Mec, toutes mes excuses aux gens qui ont regardé le live ce jour-là, etc. et tout, et qui ont été outrés à juste titre. franchement, après le match avec Sid, on avait honte. On a lâché des insultes sur l'arbitre, le pauvre, un petit jeune qui est là, qui essaie de faire son maximum et qui essaie de faire son possible. Donc non, franchement les gars, on a merdé. Désolé pour ça. Mais il faut pas oublier qu'à la base, le but initial, c'est de proposer un spectacle aux viewers et téléspectateurs. Et en fait, pour moi, quand j'ai regardé la Kings League, j'ai eu sincèrement cette impression que rien n'était fait à la base pour les viewers. Et dites-vous que même niveau de la diffusion des matchs, puisque au final, les droits de diffusion ont été vendus à ESPN, à M6, Skyport ou encore d'autres chaînes. Et du coup, on passe d'un concept qui devait à la base principalement être sur Twitch à tout simplement des scandales qui sont déjà connus dans le monde du foot. Que ce soit le fanatisme, le non-respect des arbitres et le surplus d'argent. Ce à quoi tu le fusionnes avec la création de contenu et tu y ajoutes une volonté de rentabilité, et ça donne des séquences qui sont quand même très absurdes. Comme par exemple cette séquence où, suite à une décision arbitrale, Péfu décide directement de balancer sa bouteille d'eau sur le terrain. Alors, faut savoir que par la suite, il va justifier son geste en disant qu'elle lui a échappé. Pardon, j'ai pas fait exprès. Elle m'a glissé des mains. Reculez. Elle m'a glissé des mains. Et il va rigoler de la situation. Putain, j'ai fait une Rudiger. Ouais, non. On a pu voir également des gestes et des chants qui ont été jugés racistes en tribune dans certains matchs. Mais surtout, durant cette compétition, plusieurs arbitres vont prendre des gros coups de pression sur et en dehors du terrain. J'arrête la Kings League. Je quitte ce projet. Il s'est fait insulter par un youtubeur assez influent. Il a reçu des menaces. Il a été harcelé sur les réseaux sociaux. Et là, je me dis, on me menace à la VAR. Des vraies menaces. La personne est revenue encore dans la pièce. Après, quand je suis sorti, elle m'attendait à la sortie. J'ai vraiment eu peur. Vous savez quoi maintenant? J'aimerais apporter des précisions. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais cette personne, c'est Ryan Herry, plus connu sous le nom de RG28. En gros, c'est un arbitre au niveau régional et il partage son quotidien d'arbitre sur TikTok ou encore sur YouTube. Il a été sélectionné pour être arbitre lors de la Kings League France et ce qu'on peut dire, c'est que ça s'est pas très bien passé pour lui. On n'a pas d'instance, on a des projets avec des personnes très influentes, avec énormément d'argent, beaucoup de pouvoir. Et derrière, en tant qu'arbitre, on n'a aucune protection. Et je me dis pas, c'est un scandale ou ça, je me dis, il faut que je parte avant que ça devienne grave, il faut que je parte avant que ça tourne mal. Et qu'est-ce qui se passe la semaine d'après? Ceux qui ont suivi, vous l'avez vu. Quelqu'un qui a voulu lancer une bouteille pour toucher un arbitre, quelqu'un qui a insulté la mère de l'arbitre en plein match, quelqu'un qui a presque poussé l'arbitre sur le terrain et qui a pris rouge. Vous voulez faire quoi? Alors, c'est pas la première fois qu'un arbitre quitte la compétition pour les mêmes raisons, puisqu'en 2023, Manuel Titos était déjà parti avec fracas de la Kings League en dénonçant une organisation qui essayait d'influencer ses décisions. Mais là, avec Ryan, on ajoute des agressions physiques ou encore un harcèlement massif sur les réseaux. Il va d'ailleurs poster une vidéo sur sa chaîne YouTube le 6 mai 2025 nommée « Je quitte la Kings League ». Alors, dedans, on va y voir principalement son point de vue, mais pour vous résumer, il va juste dénoncer un projet sans aucun cadre où l'argent est roi. Alors, par contre, sauf pour les arbitres, puisque il va annoncer le fait qu'ils sont payés 50 € pour le match. Je gagne plus d'argent à aller arbitrer en Régional 3 qu'à aller faire la Kings League. Être payé 50 € par match, diffusé devant des centaines de milliers de téléspectateurs et de recevoir des menaces de mort, du harcèlement et des insultes sur les réseaux sociaux, je préfère ne pas toucher d'argent. 50, je répète au cas où, c'est littéralement aberrant, et dans laquelle il était pas du tout à l'aise. Et pour finir, il va également faire allusion aux influenceurs qui prônent la bienveillance, mais n'ont pas arrêté d'attiser la haine envers les arbitres tout au long de la compétition. Moi, ce qui m'a gêné, c'est des gens qui parlent mal de moi, écoutez, ou qui parlent mal de ce que tu fais, ça fait partie de la vie, faut passer au-dessus. Mais des gens influents qui sont les premiers à faire parfois des vidéos, des threads Twitter contre le harcèlement, etc. Et qui te manquent de respect en live, qui te disent que t'es bon qu'à faire des TikTok, tu fais ça que pour tes TikTok, etc. Qui disent ouais, de toute façon, lui, il a tout le temps raison. Sur Internet, il montre que ce qu'il réussit et tout. C'est du mensonge. Et j'ai subi beaucoup de mensonges. Vous savez quoi? Ça fait plusieurs fois maintenant qu'on parle d'argent et de rentabilité. Du coup, parlons un tout petit peu de chiffres. Vous allez voir, c'est quand même impressionnant. Alors, chaque président de club, dont Ibai, DJ Mario, Squeezie, Domingo ou encore Michou, sont pas seulement là pour créer du buzz autour de la compétition. Le but, c'est avant tout de créer une équipe compétitive et de remporter le tournoi afin d'empocher le cash prize. Alors, pour la Kings League France, c'est 50 000 €, mais en tout, 250 000 € sont distribués aux 8 équipes selon leur classement. Alors, en soi, ce qu'on peut dire, c'est que 50 000 € c'est beaucoup, mais en même temps, si on en croit Domingo ou encore Michou, ça reste qu'une toute petite partie du coup de leur équipe. Michou a annoncé le fait qu'il avait déboursé plus de 200 000 € et Domingo autour de 100 000 €. Parce que vous en doutez, avec les entraînements, le salaire du staff et primes pour les joueurs, les prix peuvent vite s'enflammer. Alors après, vous inquiétez pas, ils sont tous en positif à la fin parce que au final, ce sont les marques partenaires qui financent le tout. Faut savoir que le réel but pour la plupart reste avant tout de faire de l'argent tout en s'amusant. Et d'ailleurs, des sociétés sont carrément créées pour l'occasion. On a par exemple la SAS F2R, dont le président est Amine Mathieu, la SAS Doux Nectar, présidée par Laurent Rumayor, qui est le bras droit de Squeezie, qu'on a déjà d'ailleurs pu découvrir dans le documentaire Merci Internet, ou encore la société
société Génération 7, présidée par Miguel Mattioli, plus connu sous le nom de Michou. Chacune de ces sociétés ont pour raison sociale la création, la gestion, l'exploitation, la promotion et le développement d'équipes sportives, notamment dans le cadre de compétitions de football telles que la Kings League ou autres ligues de sport. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, en fait, on dépasse le cadre du divertissement. L'intérêt reste avant tout de créer une société dédiée à ce club, de faire de la promotion et d'exploiter des partenariats commerciaux pour gagner de l'argent. En créant une société à part entière, ça permet tout simplement de ne pas mettre en danger ces sociétés existantes. Et puis surtout, si le projet n'est pas renouvelé ou si pour X raison l'influenceur ne souhaite plus participer, eh bien il aura plus qu'à liquider la société ou encore la mettre en sommeil. Et je trouve vraiment que ce point il reste quand même important, même si bon, ça a tendance à être pas mal technique, parce que il y a beaucoup trop de personnes encore aujourd'hui qui pensent que chaque créateur de contenu se met en danger ou sort de l'argent de sa poche dès qu'un projet est créé. Par exemple, le GP Explorer, faut savoir que Squeezie il sort pas plusieurs millions de sa poche pour créer le projet en risquant la banqueroute. On sait très bien qu'il va à minima arriver à l'équilibre en vendant des emplacements publicitaires à un ou plusieurs sponsors par écurie sur le stream ou encore sur le circuit. Et en fait là, c'est exactement pareil. Chaque président de club sait très bien qu'il peut faire de l'argent très facilement avec un produit déjà testé qui a fait ses preuves malgré les controverses. Et surtout, vous en doutez que quand des youtubeurs aussi gros sont capables de mettre 100 000 € ou encore 200 000 € sur la table, il y a forcément une équipe derrière qui leur dit quoi faire. Ils vont pas prendre la décision tout seuls. Ils vont d'abord faire une sorte de business plan pour savoir si déjà ils peuvent ne pas perdre ces 100 ou 200 000 €, mais surtout voir sur l'année s'ils peuvent faire un x2, x3 ou même x5. Et en fait, je pense juste que ils ont vu comment ça se passait la Kings League en Espagne, combien ça pouvait rapporter. Ils se sont dit autant en profiter en France. Et d'ailleurs, ils ont totalement raison. Alors, faut savoir que nous, on est à la première édition en France, mais si on s'intéresse à la Kings League en Espagne, certains clubs sont quand même valorisés à plusieurs millions d'euros. Par exemple, Forbes a publié un article où il est précisé Troncos FC, l'une des franchises espagnoles, a vendu 15% de ses parts pour 600 000 $. eBay refuserait un investissement de 50% pour plus de 3 millions de $. Alors après, il y a une autre info, mais celle-ci, personnellement, je préfère la prendre avec des pincettes. La Kings League France aurait des retombées financières qui s'élèvent à plus de 8 millions d'euros. Alors en effet, le but est avant tout de créer du divertissement sur Twitch via une compétition sportive, mais on m'enlèvera jamais de l'idée que le but principal, c'est avant tout de se faire de l'argent. Et je leur dis au cas où, c'est pas du tout une critique. Moi, la seule critique que j'ai à faire, 50 balles par match, quoi. C'est les arbitres. Pourquoi 50 balles par match pour les arbitres? Payez-les plus. Et vous savez quoi maintenant? J'aimerais finir avec un dernier scandale qui s'est passé il y a pas si longtemps autour de la Kings League. Et en fait, elle s'est passée entre la publication de la vidéo de Julien, de Esprit Coubertin. Je vous invite encore une fois à aller voir sa vidéo après avoir vu celle-ci. Et celle que je suis en train de tourner. La Kings League a vendu 16 000 places pour la finale de la Kings World Cup. Sauf qu'en fait, il y a eu une grosse douille, et laissez-moi rapidement vous l'expliquer. En amont de la finale, un showmatch a été annoncé avec un très beau casting, puisque Neymar, Lamine Yamal, Agüero, Ibrahimovic ou encore Kaka étaient prévus. Sauf qu'en fait, ils sont jamais venus. Voilà, c'est... On peut appeler ça une arnaque monumentale, vraiment. C'est... Non, ils ont décidé de pas se pointer. Dites-vous que les seuls joueurs pro présents étaient David Luiz, Florence Inama-Pongol, et c'est tout. Ils étaient que deux, les mecs. Et je suis désolé, mais quand tu vas prendre tes places sur le site de la Défense Arena et que tu vois cette affiche, bien évidemment que quand tu vas prendre ta place, parce que tu t'attends aussi à les voir directement sur le terrain. Mais sachez que c'était pareil sur le site Ticketmaster ou encore sur les sites de la Kings League. Et dites-vous que Amine avait même fait la promotion de ce match et ses paroles, elles sont quand même assez explicites. Salut tout le monde, tous les présidents de toutes les équipes de Kings League dans le monde. Ibai, Agüero, Neymar, Casillas. Je vous vois dire que vous êtes largement meilleurs que les équipes françaises. Je vous vois beaucoup parler. Peut-être que vos équipes sont bonnes, mais est-ce que vous êtes bon balle au pied? La France contre le reste du monde, le 14 juin, la Défense Arena à Paris. J'espère que vous serez au niveau parce que je sais que vous parlez beaucoup. Allez. Amine, faudra débrief l'absence des présidents plus tard. Les frérots, moi je vais vous parler honnêtement. Moi, tout ce que je devais faire, j'ai tenu ma parole. Je peux pas être responsable de la présence des gens. La Kings League France, quand je vous ai dit telle personne allait être là, telle personne allait être là, ils étaient là. La Coupe du Monde des clubs, c'est pas moi quand je suis responsable. Que ça soit la présence des présidents français, que ça soit les footballeurs. Moi les gars, je gère pas tout ça. Mais personnellement, pour moi, il y a un tweet qui résume assez bien la situation. Amine qui critique que Neymar, Yamal soient pas venus, mais frérot, t'as annoncé une équipe pour la France, 50% ne sont pas venus. Il manque Kamavinga, Chouameni, Koundé, Rami, Domingo, Squeezie ou encore Michou. L'événement, il a été par les deux équipes. Et vous savez quoi, pour conclure, j'aimerais juste rebondir sur les paroles de Neymar et Ibai. Não, Amine. Se liga que dessa vez vai ser diferente. E eu sei que você tá desde o começo organizando tudo isso. Vas a tener tu propia liga en Francia. Se va a hacer lo que te dé la gana. Avec cet extrait de live dans lequel Amine avoue ne pas avoir réellement de pouvoir sur la compétition et sa gestion. J'aurais dû placer quelqu'un qui représente la Kings League France. Moi,
je veux bien le faire, mais si je le fais, il faut pas que j'aie de club. Je l'aurais fait avec plaisir, je vous jure, mais je peux pas, c'est moi qui me suis mis volontairement en retrait, c'est pas faire pour les autres si c'est moi qui gère ça. Oui, d'accord, j'ai amené la Kings League en France, je gère la communication, j'ai lancé la Kings, mais j'ai une équipe, je suis président, et que c'est certainement pas moi qui me suis chargé des arbitres, de leur organisation. Logique les gars, j'ai une équipe. À quel moment je vais m'occuper des arbitres? Je suis au courant de rien de ce qui se passe avec les arbitres, je sais rien du tout. Quand ensuite l'arbitre, il fait une vidéo pour se plaindre de tout cet harcèlement, et bah même là c'est moi qui prends aussi. Sauf que moi, dans toute cette histoire, j'ai rien fait. Alors, je sais pas c'est quoi votre avis par rapport à tout ça. Moi, je vous avoue, je suis quand même assez curieux dans l'espace commentaire, savoir si vous ou non vous regardez la Kings League. Là, je vous avoue, j'ai un petit peu de mal. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc qui prend pas énormément, même s'il y a quand même beaucoup de viewers. Mais généralement, quand la première édition se passe aussi mal, quand tu fais la World Cup et que ça se passe très mal avec les Espagnols, sachant qu'ils avaient déjà fait un match avant où c'était du 11 contre 11, qui avait déjà eu des accusations de racisme, les histoires avec DJ Mario, etc. En fait, je n'arrive pas à comprendre comment, par exemple, Amine a pu accepter ce projet, sachant qu'il y avait déjà eu énormément d'histoires sur un match précédent. C'était un match qui était entre la France et l'Espagne. Vraiment, j'ai du mal à comprendre, en fait. J'ai du mal à comprendre comment Amine peut vouloir continuer de bosser avec ces gens-là. Voilà. Alors après, encore une fois, ça reste une question de point de vue. Mais vraiment, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Alors, beaucoup le connaissent via le média Legend qui cartonne sur YouTube, mais aussi au format podcast depuis 2023. Pour ceux qui se demandent, ça fait seulement que 2 ans que le média Legend existe. Et personnellement, je croyais que ça faisait déjà au moins peut-être 3, voire même 4 ans moins. Et dites-vous qu'il cartonne tellement qu'en 2024, il a été classé premier podcast francophone dans 7 pays. La France, le Luxembourg, la Suisse, la Belgique, la Colombie, Israël et la Thaïlande. Et en vrai, ce qu'on peut dire, c'est que ce succès, il est entièrement mérité. Le format, il est vraiment sympa à écouter et à regarder. Les invités sont toujours sur des thématiques différentes, parce qu'on peut passer d'un médecin légiste à une pilote de ligne, puis une maman qui a perdu ses enfants à une psychologue. Et dites-vous qu'on a même eu un platiste, qui d'ailleurs, à ma grande surprise, n'est pas l'épisode le plus vu de la chaîne YouTube, puisque le podium est pris par le médecin légiste le plus connu de France et de Belgique, Philippe Boxo. Et en vrai, ce qu'on peut dire avec Legend, c'est que il y en a vraiment pour tout le monde. Les interviews sont longues, mais pas trop. Les invités ont tout le temps de s'exprimer et de raconter leurs histoires. En bref, c'est un format qui avait tout pour cartonner et qui, pour le coup, cartonne. Sur YouTube, la chaîne réalise des millions de vues chaque mois. Dites-vous que le mois dernier, d'ailleurs, la chaîne YouTube a fait plus de 85 millions de vues. Et depuis la création, soit il y a 2 ans, la chaîne comptabilise 1,294 milliard de vues. Alors, je vais m'arrêter là pour les chiffres, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la chaîne réalise un gros carton. Et même si quelques vidéos peinent à atteindre les 100 000 vues, dites-vous que Legend propose 3 émissions par semaine. Donc, si un sujet vous intéresse pas, quoi qu'il arrive, vous pouvez attendre 2 voire même 3 jours. Il y a sûrement un autre sujet qui vous intéressera par la suite. Mais il faut savoir que Legend, c'est pas la première réussite de Guillaume Play. Parce qu'avant ça, il avait lancé une autre émission sur YouTube avec comme co-animateur Jimmy Labeu et qui s'appelait le QG. D'ailleurs, petite question comme ça, je sais pas si vous savez ce que devient Jimmy Labeu. Voilà. Alors, faut savoir qu'on a prévu d'en parler dans un prochain épisode. Voilà, ne vous inquiétez pas. Mais pour faire simple, le QG c'était la même chose que Legend, même si pour le coup, on peut dire qu'il y avait quand même quelques différences. Alors déjà, faut savoir que le QG était co-animé, comme je vous le disais plus tôt, par Guillaume Play et Jimmy Labeu, et ensuite, cette émission était enregistrée avec du public. En soi, on était plus sur un format télé que Legend. Mais sinon, c'était Jimmy et Guillaume qui a interviewé un invité connu du grand public, que ce soit un animateur télé, un footballeur, un ancien président de la République, ou encore des chanteurs, ou alors un invité inconnu, mais avec un métier atypique, du style pilote de chasse, espion du KGB, membre d'un gang. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que tu prends le QG, tu vires Jimmy Labeu et tu vires le public, et tu obtiens la chaîne YouTube Legends. Alors en vrai, je schématise parce qu'il y a quand même quelques petites différences, notamment 2 qui sont pour moi majeures et qui ont causé plus ou moins la fin du QG. Et la première différence se nomme Webedia. On n'était pas assez flexible. C'est-à-dire que je tournais toutes les 6 semaines, 6 émissions, en 2 jours. Et par exemple, Brad Pitt qui passe à Paris dans une avant-première, je pouvais pas le recevoir puisque le jour J, le studio n'était pas disponible à Webedia. Ça me donnait hyper envie de tourner des choses à l'extérieur. On était toujours très limité, il fallait des autorisations, etc. Du coup, j'ai quitté Webedia au mois de juin, en bon terme, il n'y a pas de problème, ni avec Jimmy Labeu d'ailleurs, pour réfléchir à faire notre média digital. Donc en soi, trop de contraintes. Et la seconde différence, qui bien évidemment et Jimmy Labeu. Alors, il co-animait l'émission, mais pas que, puisque cette émission était postée sur sa propre chaîne YouTube. Et je vous avoue, je sais pas trop pourquoi. Pourquoi c'était sur la chaîne de Jimmy Labeu et pourquoi il n'y avait pas juste une chaîne le QG. Alors peut-être parce que Jimmy Labeu était directement chez Webedia. Peut-être qu'il avait une plus grosse notoriété que Guillaume, même si c'est pas forcément vrai parce que Guillaume Play était quand même vachement réputé dans le milieu. Donc je vous avoue ne pas avoir réponse à cette question. Donc au cas où si vous l'avez, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Mais quoi qu'il en soit, Guillaume était auteur sur l'émission et pas Jimmy. Et Jimmy a avoué lors d'une interview accordée à iValue en décembre 2023 que durant cette période, il était alcoolique et que sa vie n'était pas vraiment au top. Le projet me plaisait bien, attention. Le projet me plaisait
plaisait bien beaucoup, mais je me plaisais pas moi-même pour faire des vidéos, je me plaisais plus moi-même. Je me répète, très belle expérience, mais c'était vraiment la période la pire de ma vie, c'était les 2 ans là. Je me suis posé la question, pourquoi tu parlais pas plus? Parce que j'étais pas bien, tout simplement. Parce que je pensais pas. Des fois, il y a des émissions, je suis assis. Là, t'interviens comme je suis comme ça. Punchline, en fait, je pense pas à l'invité qui est devant moi. Je pense à ce qui se passe chez moi. Je pense à mon verre d'après. Je te jure, c'est vrai, hein. Je te jure, c'est vrai. Je pense à la bière dans le frigo qui m'attend après le truc et je suis comme ça, du coup, j'écoute pas. Donc voilà, en gros, ça c'était la présentation de Guillaume Play sur YouTube. Mais il faut savoir que Guillaume Play, il avait déjà une vie avant YouTube et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle était quand même assez remplie. Par contre, je dois quand même vous préciser un truc, on va passer assez vite sur cette partie, même si je dois quand même vous en parler parce que vous verrez, quoi qu'il arrive, hein, ça a quand même son importance pour la suite. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Guillaume a travaillé pour le groupe Énergie de 2011 à 2018 en tant qu'animateur. Entre 2014 et 2016, il a travaillé pour le groupe M6 en animant ou en co-présentant notamment les émissions Rising Star ou encore Tout peut arriver. Et il est ensuite parti du groupe M6 pour rejoindre le groupe Canal+. Et bien évidemment, il a présenté une chronique sur Touche pas mon poste. Voilà, c'est tous ceux dont je parle. Ils sont obligés de faire une chronique sur Touche pas mon poste. C'est incroyable. En bref, tout semble réussir à Guillaume durant toutes ces années. Une ascension assez impressionnante, on peut le dire quand même, d'une personne qui est talentueuse, qui est posée et qui est à l'écoute, mais surtout qui a beaucoup travaillé pour arriver au sommet. Sauf que, en fait, pendant pas mal d'années, personne n'avait rien à redire du comportement professionnel de Guillaume Play. Jusqu'à cette fameuse vidéo du 9 avril 2023 postée par Darko. Et en fait, non seulement cette vidéo a enflammé YouTube et les réseaux sociaux en général, mais a aussi permis de libérer la parole à d'anciens collaborateurs de Guillaume Play. Mais alors, que s'est-il passé ? Eh ben, laissez-moi vous l'expliquer. Dans la vidéo Vomi ou dit la vérité sur la chaîne du youtubeur Darko, Pascal Sweetens, anciennement Pascal le Grand Frère, et Jean-Marc Nichanian s'étaient livrés sans retenue à Darko en répondant à la question suivante. Quelle est la personnalité télé que vous appréciez le moins? Ils auraient pu choisir de déguster un plat dégueu pour ne prendre aucun risque, ce que beaucoup d'invités font face aux questions un peu sensibles, mais pas là. Vous allez voir, leur réponse, elle est claire, nette et précise. Vraiment. Moi, je balance. Guillaume Play. Voilà. Guillaume Play. Voilà. Ouais, je balance, j'ai rien à foutre. Guillaume Play. Voilà, c'est tranquille, comme ça, c'est sans sommation. Et en vrai, l'histoire de JM qui suit, personnellement, moi je la trouve vraiment dingue. Puis il a carotté aussi mon collègue. Toi, t'as travaillé avec lui à radio, non? J'ai travaillé énormément d'années avec lui, longtemps, j'étais son bras droit. En fait, moi j'étais le tampon entre lui et les équipes, tu vois. Okay. Ça se passait très très mal avec les équipes en vrai, tu vois, et c'est devenu un secret pour personne. Écoute Darko, on est tous encore en contact à la radio, on se parle tous, mais il n'y a plus personne qui lui parle, c'est-à-dire qu'il y a un problème quelque part, tu vois. Et du coup, je dois me rendre à un enterrement le jeudi, tu vois, le vendredi on a une émission de télé, donc juste le lendemain. Je lui dis, écoute, le lendemain je peux pas être là parce que j'ai pas la tête à ça, tu vois, c'est premier décès assez proche. Et le lundi, je retourne à la radio et il me dit, tu vas être écarté de l'émission de télé pour ne pas être venu après l'enterrement. Et du coup, j'ai fait pardon. J'ai serré la main, j'ai dit on n'a pas le sens, on n'a pas les mêmes valeurs de la vie, merci, au revoir. 2 mois après, je le quittais, merci, au revoir. Alors par contre, j'aimerais quand même revenir sur 2 éléments. Il y en a un qui est plus important que l'autre, mais le premier que je vais vous donner, je trouve vraiment drôle pour le coup, voilà, et je me suis dit que j'allais vous le partager. Il s'agit tout simplement du choix du nom de l'émission, le QG. Je suis enfermé pendant 6 mois quasiment pour essayer de trouver un nom, un concept. Alors on a pris le QG parce que j'adore le quartier général, le mot quartier général, c'est un peu militaire, j'adore tout ce qui est armée, etc. D'ailleurs, je lui ai donné le nom de l'émission qu'il faisait. Ça c'est incroyable. C'est Guillaume Play, gros mytho que tu es. Parce que moi je vais te dire la vérité. Quand tu as appelé ta boîte le QG, qui t'a donné l'idée? On s'est vu à Webedia. Je me dis ouais Pascal, je voudrais créer un truc YouTube, qu'est-ce que t'en penses? Ça peut cartonner. Je dis ouais. Je dis t'as le nom de. Je cherche un nom. Je dis tu sais quoi? Je dis moi j'ai appelé ma société le QG Training. Et je dis tu sais le QG, l'avantage c'est que voilà, c'est quartier général, c'est là où tout le monde se réunit, c'est pas mal. Il me dit ouais c'est pas mal, ouais j'avoue, vas-y je vais réfléchir. Il migra bien. Ouais, ça va bien, ouais. Alors en vrai, soyons honnêtes, c'est entre eux, c'est pas si important que ça. En effet, Pascal avait bien une société du nom de QG Training, mais en soi, il a juste aidé quelqu'un qui était en pleine réflexion. Je considère pas ça comme ultra grave. Surtout que le QG, c'est vraiment un terme que plein de gens utilisent. Je sais pas si vous aussi vous le faites, mais quand tu vas dans un bar avec des potes et que t'as tendance à aller souvent dans ce bar-là, tu l'appelles le QG, voilà, en même temps ça veut juste dire quartier général, et puis surtout moi personnellement tu me dis QG, je pense directement à Call of Duty, voilà. Et le second élément sur lequel je souhaite revenir, c'est une phrase qui paraît un peu anodine de Pascal, mais que moi personnellement je trouve assez importante. C'est celle-ci. Mais oui, le truc c'est que tout le monde sait, mais personne ne dit rien. Comme si que le mec, si on avait peur de lui. Ah, moi j'ai pas peur de toi, qu'est-ce qu'il y a? Alors, cette simple phrase, couplée tout de même avec les réflexions de Pascal et JM, ont rapidement été repartagées, et Mais oui, le truc c'est que tout le monde sait, mais personne ne dit rien. Eh bien, ça a rapidement inspiré d'autres stagiaires et collaborateurs de Guillaume à parler de leur expérience. Des témoignages d'anciens agissements de Guillaume ont afflué de partout. Et bref, laissez-moi maintenant vous présenter quelques témoignages. C'est fou ce que vous dites. Ah non, mais c'est incroyable. Ça a l'air d'être un type super chic. C'est un enfoiré. À lui, c'est un enfoiré. Eh ben moi, je me rappelle, c'était le jour de la rentrée. Il y avait tous les grands pontes. Il y avait Manu, il y avait Guillaume Play, je crois qu'il y avait Koé dans le bureau et il y avait moi.
J'arrive, Guillaume Play me serre la main, il me broie les mains, tu vois ce que je veux dire? En mode, c'est chez moi ici. Je me rappelle lui avoir mis un petit coup de tête dans le bureau, devant les patrons d'énergie. Un petit coup de tête léger. Alors, cette interview d'Aymeric Bonnery n'est aujourd'hui plus en ligne sur la chaîne de Jordan Deluxe, mais elle est encore disponible sur le compte Dailymotion de TF7 Jours. C'est pourquoi d'ailleurs je me suis permis directement de vous la partager. Alors, il y a également un autre témoignage d'un certain Yannick Vinel, qui était un ancien stagiaire de Guillaume à l'époque de Énergie. Il avait 18 ans quand il a travaillé pour Guillaume en 2013 et il est par la suite devenu animateur et producteur radio. Et il va raconter toute son histoire sur le plateau de TPMP. Mais c'est juste qu'en fait, au bout d'un moment, c'est pas parce que on fait un métier un peu extraordinaire qu'on est obligé d'accepter. J'ai foiré une séquence parce que l'auditeur était pas bon, etc. Mais j'apprenais, c'était ma première expérience. Il me convoque, on était dans un open space, donc là je me lève et tout. Évidemment, je m'excuse, je lui dis excuse-moi, je suis désolé et tout. Et là, il commence à s'acharner sur moi en disant mais regarde-toi comme tu es, personne ne voudra de toi plus tard, même des petites radios locales ne voudront pas de toi. J'avais 18 ans, je pleurais, il continuait. Au bout d'un moment, il a dit bon allez, on passe à autre chose. Du coup, moi je me suis rassis, j'ai continué mon stage. Et je voulais arrêter. Alors, faut savoir également que durant ce témoignage, il n'y a pas que lui qui va directement témoigner, puisqu'il y a Guillaume Janton, qui fait partie également de l'équipe de TPMP, qui va donner son avis sur Guillaume Play. Il y a deux choses qui sont symptomatiques. C'est le gros turnover dans ses équipes. Il y a très peu de collaborateurs qui sont restés avec lui. Et puis son turnover à lui, il a tout le temps changé d'employeur. Il était sur Énergie en Belgique, après il est parti en France sur Goom Radio, il est retourné à Énergie, ensuite il est allé à C8, ensuite il est allé sur M6. Donc en général, quand quelqu'un change tout le temps comme ça d'employeur comme ça, c'est aussi symptomatique de comportements problématiques, même avec la direction. Alors en vrai, j'ai pas forcément envie de tirer des conclusions qui sont hâtives, mais je me suis permis directement de faire une analyse de l'équipe de production de Guillaume Play au début de Legends et aujourd'hui, et on peut quand même constater qu'au final, il y a eu quand même un sacré gros turnover. Si on enlève le crédit beatmaker sound design parce que il a pas vraiment évolué depuis la première émission et Guillaume, en fait, il ne reste plus qu'une seule personne de la team initiale qui d'ailleurs bossait aussi en tant qu'auteur pour le QG. Alors, je tiens quand même là à le préciser, je vais faire un peu de spéculation, mais généralement, quand il y a un turnover qui est aussi rapide, parce qu'on parle quand même de moins de 2 ans, forcément, on peut quand même se poser des questions. Et vous savez quoi? Laissez-moi vous donner un dernier extrait de l'émission de TPMP, où dedans, et jamais de ma vie j'aurais pensé dire ça un jour, on peut voir le témoignage de Cyril Hanouna. Les chéris, on a arrêté l'émission aussi, parce que sur les équipes, je commençais à voir des personnes dans mes équipes qui se plaignaient et qui me disaient qu'il y avait de gros problèmes avec lui, avec des gens qui se plaignaient, qui disaient que c'était très compliqué, que c'est vrai que c'est plus des vannes, des rigolades, tout ça. Mais il paraît que là, c'était assez violent. Mais également, je suis tombé sur un post TikTok d'un compte du nom de Lucas Roy, qui nous partage tout simplement son vécu en tant que stagiaire pour l'émission de Guillaume Play sur Énergie. Certains le savent, j'ai bossé chez Guillaume Play pendant quelques semaines, 1 mois, un peu plus, quand je suis arrivé sur Paris, et c'était horrible. Il y a tellement de trucs, je sais pas par où commencer, mais genre, ils te mettaient la pression pour rien sur les réseaux, tu devais poster sur tous ces réseaux, et non, il fallait le faire en 2 minutes, sinon ils te crachent à la gueule, il y avait plein de trucs comme ça. Il y avait une ambiance de merde dans l'équipe, dès que c'était off, dès que le micro était off, il insultait tout le monde, mais sincèrement des vraies insultes. Et 1 seconde après, c'était rouge, c'était on, et c'était oh là là, salut l'équipe, nanana, la bonne ambiance, on les kiffe tous, et mytho. Alors, faut savoir qu'il n'y a pas que des témoignages qui ont mis en lumière justement le comportement problématique de Guillaume Play, puisque il y a aussi ses propres agissements passés qui ont ressurgi, que ce soit sur YouTube ou encore sur Twitter. Comme par exemple cet extrait radio. Tu regardes Touche pas mon poste, Flavien? Non, pas du tout. C'est pas grave, et tu rates rien. Parce qu'il y a la gonzesse, elle me casse les couilles. Qui t'a laquelle? La Enora, là. Ah ouais, elle est belle. Elle est aigrie parce que on est numéro 1 le soir et dernière le soir en radio. Ça y est, la meuf, elle est à la télé. Les opposés s'attirent peut-être. Bon, parce qu'on la nique par radio que je vais niquer non plus. Non, mais je sais pas pourquoi elle s'excite sur moi, là. La meuf, peut-être qu'elle t'aime. Non, mais c'est vrai, écoute, si tu m'aimes. En cachette, elle t'aime. Follow moi, puis on se voit, Nora. Peut-être qu'elle t'a en photo chez elle. C'est ce qu'on a à faire, et puis voilà, mais si on s'aide tous à se tendre la main, là. Et Nora, moi, je te tends la main. Tu veux un jour. Je te tends pas que la main. Et d'ailleurs, Enora Malagré avait très vite réagi en accordant une interview à 20 minutes. Interview dans laquelle elle avait dit ceci. C'était des attaques très personnelles, très vulgaires. C'était misogyne. J'ai eu beaucoup d'appels d'animatrices et d'animateurs de M6. Ils étaient désolés. Et je crois que c'est compliqué pour la chaîne M6 d'assumer un animateur qui tient de tels propos. Et d'ailleurs, par la suite, Guillaume Play va s'excuser de ses paroles. À Énergie le soir, on parle comme si on était 5 dans une pièce entre potes. Du coup, j'emploie des mots que j'utilise au quotidien avec mes amis. C'est après, quand je l'ai vu écrit, que je me suis rendu compte que ce n'était pas galant. J'apprends ce métier, c'est comme quand on commence un nouveau taf, j'apprends ce qui est bien, pas bien. Et oui, je regrette d'avoir utilisé ces mots-là. C'est vrai que ça m'a blessé de voir ce qui s'est passé. Je ne comprenais pas pourquoi ils se sont défoulés ainsi sur l'émission. Mais je serais ravi d'aller sur le plateau de Touche pas mon poste. Au contraire, on fait le même métier avec Hanouna, avec la même passion. Et en vrai, quand je suis tombé sur cet article et que je me suis mis à le lire, je me suis rendu compte d'un truc. Il a pas adressé ses excuses en fait. Il s'excuse pas dans ce paragraphe. Enfin voilà, en tout cas c'est une impression que j'ai. Voilà, je vois aucune excuse dans le tas.
Mais vous savez quoi? Dernier cas qui avait fait grand bruit il y a quelques années. Remontons au 16 octobre 2013, date à laquelle Guillaume a mis en ligne une vidéo intitulée « Comment embrasser une inconnue en 10 secondes ». Alors le principe de la vidéo, comme son nom l'indique, hein, il doit embrasser une inconnue en moins de 10 secondes. Voilà, c'est logique. Sauf que le problème avec ce concept-là, c'est que il y a des moments où il va forcer un peu sans chercher à avoir forcément le consentement de ces femmes qu'il ne connaît pas. Et d'ailleurs, comme le précisait le média Mademoiselle dans son article Guillaume Play, l'agresseur aux millions de vues, eh bien selon l'article L222-22 du code pénal, ce qui commet là, c'est considéré comme des actes d'agression sexuelle et de harcèlement de rue. Et d'ailleurs, dans la foulée, le collectif Oser le féministe avait annoncé avoir saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est l'ancien nom de l'Arcom, jugeant le fait de se jeter sur une inconnue et l'embrasser sans qu'elle soit forcément d'accord. Comme si on pouvait accéder à une fille sans son consentement. La porte-parole du mouvement, Julie Muret, précisait, même si les filles se prêtent au jeu, c'est problématique pour l'image des femmes. Bon, après, il s'avère que le CSA n'avait pas beaucoup d'autorité sur les réseaux à l'époque. C'était plus pour la forme, parce que la vidéo était principalement diffusée sur YouTube. Donc, il n'y avait pas beaucoup de pouvoir, quoi. Mais en revanche, lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres du 23 octobre 2013, une journaliste avait interpellé Najat Vallaud-Belkacem, qui était à ce moment-là ministre du droit des femmes, au sujet de la vidéo de Guillaume. Oui, je l'ai vue. J'ai été sensible aussi à l'émotion qu'elle a déclenchée, puisqu'on a vu un certain nombre de réactions relativement légitime sur notamment les risques induits de cette vidéo qui met en scène en réalité le non-consentement. J'en ai discuté, pour ne rien vous cacher, avec son auteur. Il a pris conscience de l'erreur commise, notamment dans le fait de n'avoir mis aucun message de prévention, comme cela peut apparaître parfois dans ce type de vidéo. Et donc l'auteur en question est en train de réfléchir à un contre-message qui pourrait être utile à la même jeunesse. Je crois que c'est la meilleure façon de procéder en la matière. En plus de tout ceci, un rassemblement avait aussi été organisé devant le siège d'Énergie. Et Guillaume s'était assez vite défendu d'ailleurs, en expliquant qu'il s'agissait d'une simple inspiration de caméra cachée à l'américaine. Et Guillaume avait donc fini par répondre à l'article de Mademoiselle en direct à la radio. Pour vous expliquer, on a fait une vidéo qui s'appelle « Comment embrasser une inconnue en 10 secondes ». Alors c'est un truc que Vitali a fait, un mec qui fait des vidéos aux États-Unis, un mec qui a fait ça en Italie, un mec qui a fait ça au Japon. Ouais, en fait, il y en a qui ont testé cette technique pour aller draguer des filles en 3 questions, un petit peu partout. Donc résultat, moi je voulais l'essayer et j'y suis allé. Il faut évidemment pas refaire ça chez vous, parce que c'est vrai que je l'ai pas assez signalé. Alors, il me semblait logique que c'était pas un truc à faire dans la rue, parce que nous, on fait ça, on est bien élevés. Et pour ceux qui connaissent l'émission, etc., on est des mecs plutôt gentils. Voilà, on essaye de donner tout ce qu'on a, etc., quotidiennement, tout au long de l'année. Alors, je vous avoue que cette partie-là, j'ai pas trop compris en termes d'excuses. Disons que c'est pas une raison en fait. Et en fait, on sait pas. C'est vrai qu'on n'a pas fait attention et on a mis la vidéo sans se dire tiens, il y a peut-être des mecs qui vont le faire dans la rue. Donc effectivement, ne le faites pas, surtout chez vous. Il faut surtout pas aller le faire, etc. Parce que c'est vrai que ça va déranger les filles. D'ailleurs, ce qui est assez particulier, c'est qu'il dit ne le faites pas chez vous, mais nous on peut se permettre. Mais il n'y a pas ce côté où nous on est des professionnels, donc on peut le faire. Enfin, c'est très bizarre encore une fois comment il se défend, sachant que lui fait partie aussi du coup du problème. Au début, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu brusque, surtout la première. Pas du tout prise comme une agression les filles. Alors c'est vrai que quand on peut le voir, ça fait un petit peu bizarre, mais c'est vrai qu'on l'a fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. En vrai, ce qu'on peut dire, c'est que sa réponse, elle est quand même un peu bancale. Et en plus, utiliser l'excuse de Vitali l'a fait en premier et moi je me suis permis de le reprendre. Je sais pas si vous connaissez Vitali, mais j'en ai parlé sur ma chaîne secondaire et Vitali, c'est lui. The walkie-talkie. Et d'ailleurs, sachez que je vais bientôt vous donner des nouvelles de Vitali parce que il y a eu quelques petites nouvelles par rapport à son arrestation et ce qu'on peut dire, c'est que il va pas très bien quoi, vraiment. Et bref, après un tweet de Norman, eh bien toutes ces histoires sont petit à petit tombées dans l'oubli, laissant Guillaume Play à la tête du premier podcast de France et d'une émission réalisant des dizaines de millions de vues par mois sur YouTube. Enfin voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, peut-être qu'un jour on arrivera aux 500 000 abonnés, voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer. Merci encore une fois à Oli qui sponsorise cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser mon lien pour profiter de 5 € de réduction en utilisant le code GIBSY5 ou à utiliser le code GIBSY pour profiter de 10% de réduction à partir de la seconde commande. Enfin voilà, mesdames et messieurs, il est temps pour moi de vous laisser. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, profitez de la vie. C'était Sir GIBSY.